à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Perle, qui est médecin nutritionniste. On va parler des traitements de l'obésité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes conversations sur YouTube, les conversations de mythes, et pensez à vous abonner. Bonjour Perle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis médecin nutritionniste. Je dirige un hôpital de jour de nutrition dans lequel je propose une prise en charge pour des patients qui souffrent soit d'obésité, soit de diabète, soit d'autres pathologies métaboliques. Et cette prise en charge, elle est donc coordonnée par un médecin, mais surtout pluriprofessionnelle, c'est-à-dire que dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir une diététicienne, une éducatrice spécialisée en activité physique adaptée, un kiné et un psychologue. Trop bien. Et on en parlait tout à l'heure, tu as aussi fait un petit peu de libéral. Oui. Pour l'instant, tu as mis en pause, mais en tout cas, tu as les deux facettes. Voilà, je suis un peu passée par tout ce qui était possible de faire pour un médecin nutritionniste, c'est-à-dire que j'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'assistante dans des services de diabétologie et de nutrition. Ensuite, je suis allée plutôt dans les cliniques privées. J'ai fait un peu de libéral aussi dans une structure avec d'autres professionnels de santé, des médecins, mais aussi des paramédicaux. Et là, du coup, j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus sur mon service de nutrition pour le développer. Top. Bon, on va parler d'obésité pendant ce podcast. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer, nous donner une définition de ce qu'est l'obésité ? Aujourd'hui, pour l'instant, la définition la plus simple, ça reste celle qui est basée sur l'IMC. L'IMC, pour le calculer, c'est le poids qui est divisé par la taille au carré. Donc, en fonction de ce chiffre-là, on sait si le poids est normal, si on est en surpoids ou si à partir d'un IMC à 30, si on est en obésité, avec différents grades. Un IMC grade 1 entre 30 et 35, un grade 2 entre 35 et 40 et un grade 3 à partir d'un IMC à 40. Avant, on appelait ça obésité morbide. Ça a une telle connotation négative, péjorative, que médicalement parlant, aujourd'hui, on a décidé de parler plutôt en grade. Donc la définition stricto sensu, c'est surtout une augmentation de la masse grasse. Sauf que en pratique clinique, c'est pas forcément évident de la doser, de la calculer, de l'estimer. Donc on a évidemment le visuel. On peut déjà le voir. Et puis, on va avoir normalement, certains professionnels ont des machines pour le doser, des DEXA ou ce genre de choses, des impédances-métrie. Et on peut aussi l'estimer en prenant certaines valeurs, notamment le tour de taille, le tour de hanche, pour essayer d'estimer cette graisse, et notamment la graisse viscérale, qui est entre guillemets la mauvaise graisse, celle qui va avoir un retentissement métabolique. Et puis, autre chose qui va être intéressante pour définir, caractériser, on va dire, l'obésité, c'est est-ce qu'elle a des retentissements qui soient métaboliques, qui soient mécaniques, qui soient psychologiques. Est-ce que le patient, dans un ancien article qui avait été publié, il y avait aussi toute l'importance du côté psychologique et social. C'est-à-dire, est-ce que c'est un patient qui est isolé ? Est-ce qu'il a les moyens ? Et on sait qu'aujourd'hui, tout ça, ça doit rentrer en compte dans notre façon de caractériser le niveau de l'obésité. Ok. Voilà. Donc, l'IMC utile, mais pas du tout suffisant. Exactement. Voilà. On parle beaucoup de l'obésité. Je trouve qu'on en parle de plus en plus parce qu'on évolue aussi sur la compréhension. Et donc maintenant, on parle d'une maladie qui est multifactorielle, tu confirmes ? Oui, exactement. C'est la difficulté avec l'obésité. La première difficulté, c'est déjà de comprendre qu'on n'est pas juste sur un risque ou un facteur de risque ou quelque chose d'esthétique, mais sur une vraie maladie, c'est-à-dire qui peut avoir des complications, des retentissements, déjà. Et déjà, de le faire comprendre, ne serait-ce qu'aux professionnels de santé, on a encore certains médecins qui considèrent que l'obésité, c'est pas forcément très grave, alors qu'on est clairement sur une maladie. Et pourquoi elle est aussi difficile à prendre en charge, c'est parce qu'elle est clairement plurifactorielle.
on a tendance à la limiter à un problème diététique, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Déjà, on a tout le problème génétique, familial, qui fait que quand dans notre famille, tout le monde a des problèmes d'obésité, le risque que nous aussi on soit en obésité est beaucoup plus important. Il y a même épigénétique, c'est-à-dire que en fonction du profil, du poids de la mère, quand le bébé est dans son ventre, on a des risques augmentés d'avoir une obésité en tant qu'adulte. C'est-à-dire que si pendant que nous, on était dans le ventre de notre mère, elle a pris beaucoup de poids ou elle a développé un diabète gestationnel, en tant qu'adulte, on a plus de risques d'être en obésité. Il y a évidemment tout ce qui est environnemental, mais qui n'est absolument pas limité à la diététique, même si aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens ont retenu. Donc, évidemment qu'il y a le côté diététique, mais il y a aussi le côté physique, l'activité physique, la sédentarité, le côté psychologique, avec tout ce qui est pathologie psychologique, notamment la dépression, mais aussi tout ce qui va être le stress, l'anxiété, le sommeil, dont aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'il y a un impact sur la prise de poids, environnemental aussi, c'est-à-dire que quand on rentre vraiment dans la subtilité, qu'on se rend compte que si on habite dans un endroit où il va y avoir des voies cyclables, on a plus de chances de prendre son vélo que si on habite au milieu de la campagne et qu'il n'y a pas de route et qu'on est obligé de prendre la voiture. En fait, tout ça, ça joue aussi sur la variation de poids des individus. Mmh. Est-ce que tu as une idée, un ordre des chiffres à donner sur est-ce que si nos parents sont en obésité, quels sont les chiffres, les pourcentages de risque de développer? Les chiffres qu'on entend souvent, c'est 40% de génétique, 60% d'environnemental. C'est-à-dire que oui, la part génétique et familiale est importante, mais que ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir aussi, parce que sinon, c'est un petit peu dur à porter. Et donc, mais il faut aussi comprendre que des personnes qui vont faire beaucoup d'efforts et mettre beaucoup de choses en place et vont pas avoir les résultats qu'elles attendent, faut pas qu'elles soient déçues, faut pas qu'elles en concluent que ce qu'elles font, c'est mauvais. Manger équilibré, faire du sport, c'est toujours bon, même si on n'a pas les impacts sur le poids qu'on voudrait. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là, je pense qu'il faut le retenir. Et c'est important pour l'expliquer aux patients. Et c'est vrai que c'est dur de leur dire qu'en fait, c'est pas juste. Exactement. Et que, voilà, parce qu'on a tendance en plus à beaucoup se comparer avec ce que font les autres. Et donc, souvent, les patients disent « Mais oui, mais tu regardes ma belle-sœur, elle a fait ça, elle a perdu autant. Regarde, moi, je fais même plus d'efforts qu'elle. » Alors, c'est très difficile à quantifier déjà. Ouais. Mais, et c'est vrai que je trouve que c'est aussi notre rôle de dire « Oui, mais en fait, c'est pas juste. » C'est pas comparable. Ouais, c'est pas comparable. Et en plus, il n'y a pas de justice de... voilà, le métabolisme, exactement, la génétique. Et puis, il y a aussi encore un autre facteur qui rentre en compte, c'est l'évolution du profil de poids. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus une personne aura fait des régimes yo-yo avec des grosses variations de poids, et plus elle aura de difficultés à perdre du poids avec le temps. Donc, quand on va prendre deux personnes qui ont le même profil, une personne qui a déjà fait 5, 6, 7, 10 régimes et qui a déjà dans sa vie perdu 10, 5, 20 kilos, et avec le temps, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à reperdre du poids que quelqu'un qui n'a jamais fait de régime, qui est un peu naïf de régime. Comment tu l'expliques ça? Il y a vraiment des choses au niveau métabolique qui se passent? Oui, en fait, il y a une mémoire du corps. Et en fait, quand on le remet en restriction, le corps, il se rappelle. Et du coup, il va adapter sa dépense énergétique de repos, c'est-à-dire la quantité de calories qui brûle naturellement quand on ne fait pas d'activité, il va la baisser au maximum. Et ça, c'est pas irréversible, cette adaptation? C'est pas irréversible, mais c'est pas aussi facile à... On n'a pas exactement... On ne peut pas gérer ça avec subtilité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut repartir sur une base saine, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut remanger de façon adaptée par rapport à ses dépenses énergétiques. Mais ce n'est pas qu'une question de calcul. C'est-à-dire qu'on a beau faire les calculs les plus savants sur la dépense énergétique, calculer chaque calorie de ce qu'on mange, tout ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on va quand même avoir les résultats voulus. Parce qu'il y a tout aussi une part de... comme on parlait du sommeil, de l'anxiété, du stress, en fait, tout ça, ça va jouer aussi sur les hormones qu'on n'avait pas encore inclus dans cette histoire, parce que voilà, et qui peuvent rendre plus difficile la perte de poids. Par exemple, quand on regarde chez les souris et qu'on voit celles à qui on leur donne la même chose à manger, c'est juste qu'il y en a à qui on le donne
pendant le jour et qu'il y en a qui on le donne pendant la nuit, et bien celles qui vont manger quand c'est pas normalement leurs horaires où elles sont censées être réveillées, et ben elles vont prendre plus de poids que celles qui mangent sur leurs horaires normales. Donc en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte sur lesquelles on n'a pas forcément la main, ou même qu'on n'a pas encore idée, ou qu'on n'estime pas encore assez bien, ou que voilà, que ça serait trop simple. En fait, c'était juste une question de je calcule combien je mange, je calcule combien je bouge, je calcule combien je dépense au repos, et puis je fais mon petit calcul. Et puis voilà, c'est vrai qu'au début, quand on est jeune, quand on n'a pas encore un passif de 10 régimes derrière nous, voilà, ça peut très bien marcher. Mais ça ne veut pas dire que c'est la recette, la formule magique qui marche à toutes les étapes de la vie. Je pense qu'il y a aussi le facteur, bon tu l'as un peu dit, mais psychologique aussi, d'avoir fait plein de choses, d'avoir réussi à perdre du poids, puis d'en avoir repris. Et en fait, il y a un épuisement qui se crée aussi dans la tête. Et on a tendance à beaucoup sous-estimer ce qu'on mange. Parce qu'on est dans un environnement aussi où on a maintenant face à nous des aliments qui sont tout petits, mais qui ont une densité énergétique très importante. Et moi, j'explique à mes patients parce que je trouve que c'est un bon exemple, parce que les apéros, c'est quand même quelque chose qu'en général, tout le monde aime. Et quand je leur explique, pas du tout dans le sens de les dégoûter du saucisson ou des chips, mais le nombre de calories qu'on a dans une rondelle de saucisson, combien on peut en manger sur une soirée, et qu'en fait, finalement, rien qu'en saucisson, parfois, on a mangé l'équivalent d'une belle assiette, voilà. En fait, ils disent, ah ouais, ok, en fait, parfois, moi, j'ai l'impression de bien faire, entre guillemets, je dis pas qu'ils font mal en prenant l'apéro, mais parce qu'ils ont énormément sous-estimé aussi. Oui, ça, c'est vraiment un apprentissage aussi à faire, et je trouve que des fois, juste leur expliquer, ils disent, ah ouais, en fait, je fais peut-être un petit peu plus d'erreurs, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais que ce que je pensais aussi. Moi, je leur dis souvent, il n'y a pas d'interdit, mais toute une question de quantité et de choix. Au-delà du choix des aliments et de ce qui peut marcher ou pas marcher, il y a quelque chose aussi de très important qu'on a tendance à sous-estimer, c'est l'estime de soi. Oui. C'est-à-dire qu'un patient qui va avoir réussi par le passé à perdre du poids, ou qui va se mettre à faire très attention et qui va pas avoir les résultats qu'il espère, va perdre sa confiance en soi et son estime de soi. Et ça, c'est très embêtant déjà, parce que c'est pas agréable de penser qu'on est nul et qu'on n'y arrive jamais, que voilà, et c'est pourtant quelque chose qu'on a facilement tendance à se dire dès qu'on va craquer, entre guillemets. Et puis surtout, les études montrent que en fait, les personnes qui ont plus de confiance en eux et une meilleure estime d'eux perdent plus facilement du poids que ceux qui ont une mauvaise estime en eux. Donc rien que pour ça, déjà, c'est bien d'avoir une bonne estime de soi et une bonne image de soi. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que c'est pas parce qu'on a mangé un aliment qu'on estime pas nutritionnellement pertinent que ça veut dire qu'on est nul, ou qu'on fait mal, ou qu'on a tout raté, ou qu'on n'y arrivera jamais. Exact, ouais. C'est pas parce qu'on se pèse le matin et qu'on n'a pas perdu les fameux 500 grammes. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on... la journée va être pourrie. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai que les patients ont tendance à associer un peu leurs valeurs, leur identité même parfois, à cette perte de poids ou cette non-perte de poids. Et ça, c'est important aussi de retravailler. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. C'est pour ça que je pense que la prise en charge psychologique, elle est importante. Et elle est probablement sous-estimée à la fois par les professionnels de santé et par les patients eux-mêmes. Ouais. En me disant, mais je comprends pas, je suis venue vous voir pour perdre du poids, vous me parlez de comment je me sens dans ma vie, de ce que je dors bien, de quel rapport. Alors que pourtant, le rapport, tout le monde le voit très facilement. Le petit goûter sucré qu'on se fait, ou le petit verre d'alcool qu'on va boire parce qu'on a passé une mauvaise journée et qu'on a besoin de faire passer tout ça, ça parle à tout le monde. C'est clair. Donc là, tout ce qui est gestion des émotions, tout ça, c'est aussi très important, et on a tendance de moins en moins à y faire attention pourtant. Ouais. Comment toi, tu définis ton rôle on en parlait un petit peu entre nous, mais on va en parler là, entre médecin nutritionniste, diététicien. Comment tu vois les choses et comment ça se passe dans ton service d'ailleurs, parce que tu bosses avec une diète. Exactement. Ouais. Alors, moi, je vois ça comme un travail complémentaire. C'est-à-dire que... pour moi, un médecin n'est pas diététicien, un diététicien n'est pas médecin, et c'est très bien comme ça, parce que chacun a été formé d'une façon différente et chacun va avoir une compétence et une spécialité différente. Moi, médecin nutritionniste, je me vois un petit peu comme un coordinateur, quelqu'un qui va regarder les choses un peu de haut, entre guillemets, c'est-à-dire que
je vais à la fois regarder le plan médical, voir est-ce que l'obésité a des retentissements, jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qui se passe sur le plan alimentaire, est-ce qu'il y a plutôt des grignotages, est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire, voilà, essayer de dépister ou des grosses erreurs, hein, des choses, voilà, comme on disait, la personne qui va... qui n'a pas de repas réguliers, qui mange de façon un peu anarchique. Voilà, c'est des grosses erreurs, entre guillemets, que je peux facilement déceler en consultation. Faire un petit point sur l'activité physique. Est-ce qu'on est plutôt sur une personne sédentaire, plutôt sur une personne active, sur une personne sportive, pardon. Et faire un petit point aussi sur tout ce qui est morale, sommeil, anxiété, voilà. Et moi, j'estime que mon travail après va être d'adresser le patient à la personne qui va l'aider à pouvoir travailler sur sa problématique. Parce que moi j'ai beaucoup de patientes qui arrivent en consultation, qui ont déjà eu d'excellents suivis diététiques, qui font les choses plutôt bien sur le plan diététique et qui sont quand même aujourd'hui convaincues qu'elles mangent trop. Et mon travail à moi, c'est de les réorienter et de leur dire je ne pense pas que le problème soit diététique. Est-ce que par contre, vous marchez, vous bougez, ou est-ce que le moral va bien, est-ce que le sommeil est bon, est-ce que voilà. Et ça va être de les réorienter sur le problème. Enfin, que moi, j'estime en tout cas être le problème. De la même façon que j'estime qu'une diététicienne ou un diététicien va mieux faire un programme alimentaire que moi, j'estime qu'un psychologue va mieux suivre une dépression que moi, qu'un généraliste va pouvoir suivre son patient sur un plus long terme que moi, et probablement aussi qu'il le connaît mieux que moi depuis plus longtemps. Voilà, je pense vraiment que chaque professionnel a une plus-value et un intérêt dans cette prise en charge. Mais comme c'est une prise en charge pluridisciplinaire, il faut bien quelqu'un pour coordonner un peu toutes ces informations, accompagner le patient, travailler avec lui sa motivation, parce qu'on est sur des choses... on n'est pas sur une pathologie aiguë, on n'est pas sur un truc qui va être réglé en 2 mois. Moi, je leur dis souvent, c'est pas un plâtre qu'on va vous poser, c'est pas parce que pendant 2 mois, vous allez faire attention à ce que vous mangez et aller à la salle 2 fois par semaine, qu'au bout de 2 mois, le problème, il sera réglé. Voilà, travailler aussi sur le patient, sur ses croyances, sur toute la partie éducation thérapeutique aussi qui a tendance de plus en plus à se développer. Pour moi, le médecin n'a pas à faire ni le travail de la diététicienne, ni le travail de l'éducateur sportif. D'ailleurs, c'est-à-dire que mes patients, ils peuvent me dire oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je fais ? Donc oui, je peux leur donner mon avis, mais je vais pas leur dire alors lundi matin, vous allez faire 5 abdos, 3 pompes. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas mon travail. Par contre, je peux leur dire j'ai l'impression que faire 1 heure de cardio tous les jours alors que vous mangez que de la salade, c'est peut-être pas adapté. Et mon travail va être de leur faire comprendre pourquoi c'est pas adapté, quel est le problème. Voilà. En tout cas, je me dis que c'est une diète qui travaille avec toi. À l'hôpital, j'ai une diététicienne. Ouais. C'est une vraie force. Hein. Moi qui suis diète, je me dis, voilà, si je pouvais travailler avec un médecin nutritionniste, trop bien, parce que à la fois, quand tu as des petits doutes sur quelque chose, bah, nous, certains vont dire, faites tester ça sur votre prise. Enfin, on peut le dire, mais on peut le suggérer, mais voilà. Et là, je me dis, allez, s'il a diète, elle a un petit doute sur quelque chose, hop, direct, elle peut dire, voyez avec le médecin, et inversement, enfin, et réciproquement, voilà, moi, je demande à mes médecins de faire, à ma diète, de faire des points avec les patients, en disant, voilà, est-ce que tu pourrais vérifier ? Je me demande s'il n'y a pas une petite hyperphagie, ou peut-être, qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais faire un entretien et me dire après ce que tu en penses. Et voilà, et à l'inverse, elle me dit, voilà, ce patient, il a perdu 10 kilos en 1 mois. J'aimerais bien voir à quoi ressemble son albumine. Est-ce qu'il n'y a pas des carences ? Et là, oui. Et en fait, c'est ça qui est, moi, je trouve très agréable de travailler en clinique. C'est qu'il y a aussi ce temps de staff, de réunion que nous, on fait toutes les semaines. Où là, l'idée, ça va être de venir parler, que chacun donne en fait sa vision du patient. Même quand on bloque, hein, parce qu'il y a aussi des fois où on ne sait pas avec un patient comment il faut faire. Le fait de pouvoir en parler avec un médecin directement, je trouve que c'est trop bien, quoi. Donc ouais, elle a de la chance. Enfin, vous avez tous de la chance. C'est pour aller dire. Écoute le podcast. On parle de toi. Ok, et donc toi, prise de sang, donc ça, c'est des choses que du coup, vous pouvez faire à l'hôpital directement, ou alors le patient, il doit aller voir son labo En pratique, oui, on pourrait le faire dans la clinique. Moi, j'aime bien que le patient, il garde son autonomie, il garde un petit peu la main dans la prise en charge de sa maladie. Donc souvent, ce que je lui fais, c'est déjà, je lui demande quand est-ce que son médecin traitant lui a fait sa dernière prise de sang, parce qu'ils peuvent très bien l'avoir fait très récemment. Si il l'a fait il n'y a pas longtemps, je dis ramenez-la moi, qu'on regarde.
Dans la majorité des cas, je vais quand même en represcrire une, même si c'est pas tout de suite, mais dans les quelques mois, parce qu'il y a des petites choses que moi je vérifie qui sont pas forcément nécessaires d'être contrôlées régulièrement par le médecin généraliste, d'accord ? Donc, ce qu'on va regarder en priorité, c'est tout ce qui est pathologie métabolique, mais ça, en général, ils le font plutôt bien. Donc, tout ce qui est diabète, cholestérol, bilan hépatique, le foie, le rein. Et après, moi, ce que j'ai tendance facilement à rajouter, c'est tout ce qui va être vitamines et nutrition, albumine. Oui. D'accord ? Après, moi, je dis souvent aux patients, il n'y a pas d'urgence. Là, c'est vraiment pour faire un point, voir d'où on démarre, voir sur quoi il faut peut-être un peu plus faire attention et voir où on en est. Est-ce que tu fais TSH ? Bien sûr. Et TSH T3, T4 alors ? Non, que TSH. Sauf si c'est un patient qui est traité, mais TSH seul, c'est ce qui est recommandé. Et est-ce que tu pourrais, toi, dans la clinique, faire, je sais pas, une échographie du foie ou quelque chose comme ça ? Dans la clinique, j'ai pas d'échographe, mais oui, si le bilan hépatique est perturbé, que le patient n'a jamais eu d'échographie du foie, je vais lui faire l'ordonnance pour qu'il prenne rendez-vous pour en faire une. Ouais. Et puis en général, tout ce que moi je vais prescrire ou faire avec le patient sera dans mon compte-rendu de fin de séjour pour être transmis au généraliste. Donc écho du foie, ça c'est des choses que tu peux prescrire. Les reins aussi, tu peux demander On va souvent retrouver comme anomalie au niveau de la prise de sang. Ça va être au niveau du sang, donc une anémie. Donc là, on va venir explorer toutes les vitamines, la B9, la B12, le fer. Surtout chez les femmes jeunes qui ont encore des règles qui peuvent être très abondantes, voilà, donc tout le côté anémie. L'insuffisance rénale, donc les problèmes au niveau du rein chez les patients plutôt jeunes qui n'ont pas trop de problèmes de santé, c'est pas très fréquent. Par contre, les anomalies du foie, ça oui, puisque, enfin, je parle de mes patients qui sont en obésité, hein, voilà, c'est vrai que j'ai une patientèle particulière. Les anomalies du foie, on va souvent en retrouver. Pourquoi ? Parce que l'obésité est corrélée à la MASH. C'est le fait d'avoir le foie gras. Ouais. Aujourd'hui, les hépatologues ont plus de patients qui ont des problèmes de foie à cause du gras qu'à cause de l'alcool, tellement ça devient fréquent. Donc oui, échographie du foie, on va pouvoir en faire une tranquillement. À nouveau, on n'est jamais dans l'urgence. L'idée, c'est vraiment de dépister, de faire de la prévention et de leur expliquer que si on prend les choses assez tôt, c'est réversible. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Pareil, donc glycémie, le sucre, s'assurer qu'il n'y a pas un diabète ou un prédiabète, le cholestérol. Alors, le cholestérol, lui, c'est un peu plus subtil parce qu'il se calcule en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'un patient très jeune qui n'a aucun problème de santé, aucun problème d'antécédents cardio dans sa famille peut avoir un cholestérol qu'on va tolérer plus haut que quelqu'un qui va avoir dans sa famille un parent qui a un problème cardiaque, plus un diabète, plus qui fume. Enfin voilà, plus il y a de facteurs de risque et plus on veut que le cholestérol soit bas. Donc ça on l'expliquait aux patients. La thyroïde, bon, on s'assure qu'elle n'est pas perturbée. Après, ce qu'on va souvent rechercher aussi, c'est le sommeil. Parce qu'il semblerait que le fait d'avoir des troubles du sommeil, ça rend plus difficile la perte de poids. Parce que quand on dit juste aux patients, on va vous traiter une apnée du sommeil, alors qu'ils sont pas très gênés, et qu'il va falloir mettre une grosse machine sur le visage pour pouvoir respirer la nuit, ils nous disent quand on leur explique que le fait de mal dormir et que le fait de se réveiller, même si eux, ils s'en rendent pas compte, mais il y a plein de micro-réveils dans la nuit, que ça a un impact probablement sur leur métabolisme et que c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont du mal à perdre du poids. Ok. Est-ce que tu observes un lien, donc on parle bien de ta patientèle, hein, mais un lien entre obésité et TCA ? Alors oui, il y en a un. Puisque maintenant TCA c'est un peu plus large qu'avant. Donc TCA, trouble du comportement alimentaire. Avant on pensait principalement anorexie, boulimie. Mais depuis que ça a été révisé, il y a aussi l'hyperphagie maintenant qui est dedans. Et en fait, l'hyperphagie est extrêmement corrélée à l'obésité. C'est quoi ta première intention quand tu es face à un patient obèse ? Donc, tu viens de dire que tu vas prendre de la hauteur et tu vas lui poser plein de questions sur son sommeil, etc. Est-ce qu'à la fin de la première consultation, le patient repart avec, je sais pas, quelque chose, un rendez-vous avec la diététicienne, un rendez-vous avec le sport ? Un libéral, donc on fait un petit point sur son histoire de vie du poids. Et comme on a dit, l'alimentation, l'activité physique et le côté plus psychologique. Et il va repartir avec
la recommandation d'aller voir un autre professionnel en fonction de ses besoins, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en me disant mais oui mais docteur, moi je sais pas quoi cuisiner, je sais pas quoi faire, commencez par aller voir une diététicienne, elle va vous aider. Ou non, moi je fais plus aucune activité physique, allez voir un éducateur sportif. J'ai beaucoup de douleurs, j'arrive plus à marcher, allez voir le kiné, voilà. Ou je suis complètement déprimée, j'arrive pas à me lever de mon lit, peut-être aller faire un petit tour chez le psychologue. Je simplifie, je caricature évidemment, mais voilà, c'est pour comprendre un peu les grandes idées. En clinique, c'est un programme, c'est ce qui s'appelle du moyen séjour. Et en fait, je vais leur proposer tout de suite de venir entre 2 et 4 fois par semaine à la clinique pour avoir au moins une activité physique, donc soit avec l'éducateur sportif, soit avec le kiné, soit avec les deux en fonction des besoins, plus au moins une fois par semaine un atelier avec la diététicienne, puisqu'elle fait des petits groupes à la fois théoriques et à la fois pratiques. Et idéalement, si les patients adhèrent, une fois par semaine aussi avec l'atelier du psychologue. Voilà, donc là, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'ils arrivent en sachant que voilà, c'est ce type de programme-là qu'ils vont avoir. C'est entre 2 et 4 fois par semaine. Moins de 2, je trouve ça un petit peu limite en termes d'efficacité. Plus que 4, c'est pas forcément nécessaire, malgré toute la bonne intention et toute la bonne motivation du patient. Je dis, si vous voulez faire plus, vous faites chez vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de venir 10 fois par semaine en hôpital de jour. Ils me disent, oui, je peux rester toute la journée. Non, vous n'allez pas rester toute la journée. Vous allez faire 1 heure d'activité physique déjà 2 fois par semaine, plus faire un petit point avec la diététicienne, un petit point avec le psychologue. C'est déjà très bien et on va le faire pendant au moins 1 mois. C'est le minimum que je recommande. Et on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 mois d'affilée, sachant que je leur dis bien, au bout de 6 mois, il faudra quand même faire une pause. Le but, c'est pas de rendre les gens dépendants à l'hôpital de jour, mais vraiment de les accompagner, de les aider dans leur lancée. C'est pris en charge, ça Alors, l'hôpital de jour, oui, c'est pris en charge. C'est une hospitalisation, en fait. C'est pour ça qu'il y a peu d'endroits qui peuvent le faire. Il faut que ce soit une clinique qui ait les autorisations de le faire. Donc, ta première intention, elle est... On a bien compris sur l'environnement, le rythme de vie, etc. Donc la première intention, c'est là-dessus. J'ai des patients qui arrivent en consultation en me parlant directement médicaments. Voilà, ça, tu anticipes mes questions. Déjà, je leur dis que c'est très bien de se renseigner, c'est important. Ça veut dire qu'ils prennent leur santé à cœur. Enfin voilà, je pense pas que ces gens-là, il faut se dire ils veulent faire mon travail. Non, c'est que c'est leur santé et que c'est normal qu'ils se l'approprient. Moi, je leur dis pour le médicament. À la première consultation, ça dépend énormément à nouveau de leur profil, mais ce que je leur dis, c'est que s'il y a d'autres choses à mettre en place, il faut commencer par ces autres choses. Je m'explique. Aujourd'hui, on a des nouvelles molécules qui sont disponibles, donc c'est des médicaments qui à la base avaient été développés pour les patients diabétiques, d'accord, pour prendre en charge les glycémies, faire baisser les glycémies. Et en fait, on s'est rendu compte, après avoir prescrit beaucoup ces médicaments, parce qu'ils marchaient très bien pour la prise en charge du diabète, que les patients qui prenaient ces médicaments perdaient du poids, mais de façon assez naturelle, entre guillemets, pas en se privant ou en se mettant mal, mais parce que ils avaient moins faim, parce que voilà. Et donc, les industriels, les laboratoires, ont fait une chose assez pertinente, c'est qu'ils se sont dit, si ça marche, si ça permet de faire perdre du poids chez des patients qui ont du diabète, voyons voir ce qui se passe chez des patients qui n'ont pas de diabète. Et du coup, ils se sont mis à faire pas mal d'études dans cette population de patients-là qui n'avaient pas de diabète, mais qui souffraient d'obésité, pour voir quels étaient les effets. Et en fait, ils se sont rendus compte, alors je parle déjà des agonistes du GLP-1, c'est la première classe de molécules qu'on a, ils se sont rendus compte que les patients, ils perdaient entre, on va dire, pour les premiers, 5% du poids du corps, pour les autres, jusqu'à 10-15% du poids du corps en 3 à 6 mois. Ce qui est un excellent résultat, puisqu'aujourd'hui, avec une prise en charge non médicamenteuse, on est plutôt sur une perte de poids de 5% du poids du corps à 1 an. Si on arrive à stabiliser, voilà. C'est un peu ça, ou à 6 mois dans le meilleur des cas, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus efficace que ça. Et ils ont demandé l'autorisation d'être utilisé pour les patients qui souffraient d'obésité. Et c'est très bien, parce que en fait, ce qu'ont montré d'autres ces études, c'est qu'au-delà du fait que c'est un médicament qui marche, c'est un médicament qui ne vient pas avec de gros risques. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'obésité, on a eu plein de médicaments. Des médicaments qui venaient avec beaucoup d'effets secondaires, des médicaments qui venaient avec des risques, qui soient cardiovasculaires, qui soient cancéreux, enfin voilà, qu'on a un peu détournés. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui n'avaient pas forcément l'autorisation d'être utilisés dans l'obésité, mais qui, comme ils avaient des petits effets sur le poids, on les utilisait parce qu'on n'avait rien d'autre et que voilà. Là, du coup, les
les instances ont voulu vraiment régulariser la chose, ce qui est très bien, et donc ils ont demandé au laboratoire beaucoup d'études. Et en fait, ce que ces études ont démontré, ce qui est quand même, on le savait déjà chez les patients diabétiques, mais ça a été confirmé chez les patients qui n'avaient pas de diabète, c'est que ces médicaments, ils protégeaient au niveau cardiaque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voyait quand on étudiait les patients en obésité, que ceux qui prenaient ce médicament mouraient moins d'événements cardiovasculaires, ils faisaient moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux que les patients comparables qui ne prenaient pas ce médicament. Et en fait, des médicaments qui ont démontré une efficacité cardiovasculaire, on n'en a pas tant que ça. D'où, je pense aussi, au-delà de l'efficacité qui est très bonne, le plébiscite des médecins. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prescris assez facilement. Comment il marche, ce médicament ? Il marche de deux façons. Il va ralentir la vidange gastrique et il va faire qu'en fait, très rapidement, le patient va se sentir rassasié et plein. Et en fait, on sait par exemple que tous les patients qui souffrent un petit peu de troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses, ce qu'ils recherchent, c'est la sensation de plénitude. Parce que c'est une sensation très rassurante, très, très agréable. On aime tous avoir mangé un gros repas et se sentir très plein. C'est souvent synonyme de bons moments, de choses rassurantes. Enfin, voilà. Et donc, en fait, ce médicament, il donne cette sensation-là d'être plein, alors qu'on a mangé très peu, qu'on n'a même pas fini son assiette, mais très vite, on se sent rassasié. Et cette sensation de satiété, elle reste beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui permet, en fait, que les gens, naturellement, vont moins manger. Deuxième mécanisme, c'est au niveau central, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'hormone de la satiété qui va arriver plus rapidement au cerveau et qui va y rester plus longtemps. Et donc, qui va faire qu'on va sentir aussi cette sensation de satiété, qu'on a moins envie de manger, qu'on pense moins à aller manger, alors que en dehors de la prise de ce médicament, on a des gens qui peuvent nous décrire, qui pensent tout le temps à qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'ils ont tout le temps faim, que ça leur trotte tout le temps dans la tête, qui pensent qu'à ça. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'avec ce médicament-là, les gens, ils y pensaient moins. Et en fait, ça répond vraiment aux problématiques qu'on peut voir en consultation. Donc vraiment un médicament qui, au niveau de l'efficacité, est très pertinente. Au niveau des effets secondaires, donc comme on a dit, ça joue sur le plan digestif. Donc on va avoir des effets secondaires principalement digestifs. Donc maux de ventre, nausées parfois jusqu'au vomissement, et troubles du transit, diarrhée ou constipation. Mais déjà, pour la majorité des gens, ça reste des effets secondaires très acceptables pour un médicament aussi efficace. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces effets indésirables, ils étaient transitoires. C'est-à-dire qu'ils sont principalement au moment du début du traitement et au moment d'augmentation de la dose, parce qu'on a plusieurs doses qu'on va venir augmenter progressivement en fonction justement de la tolérance du patient. Sauf que ce qu'on a compris aussi avec le temps, c'est que ces effets secondaires-là, ils sont liés à l'alimentation du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui va manger trop gras, trop sucré ou trop en quantité va avoir ces effets secondaires-là. Et donc en fait, en travaillant avant de prendre le médicament sur l'alimentation du patient, on lui permet d'avoir une meilleure tolérance aux médicaments. Et en fait, moi, quand je l'explique aux patients, je leur dis oui, on va le prendre le médicament, il est très bien, il marche très bien, il est protecteur sur le plan cardiovasculaire, très bien. Mais par contre, si vous voulez bien le supporter, il faut que l'alimentation, elle soit juste normale, en fait. Okay. Pas avoir des grosses crises de boulimie, pas manger une tablette de chocolat au goûter, enfin quelque chose de classique en fait. Il faut juste que vous ayez une alimentation normale et en fait ça va favoriser votre tolérance à ce médicament-là parce que c'est dommage, on n'a pas beaucoup de médicaments donc c'est dommage de gâcher un petit peu sa cartouche en ayant voulu le prendre trop vite. Laissez-vous un mois, laissez-vous quelques semaines et quand vous me dites ok sur le plan alimentaire j'ai un peu restructuré le truc, voilà, on y va. Là on parle d'Ozempic. Entre autres. Alors, on parle de sémaglutide. Alors, moi, j'aime bien parler avec le nom de la molécule. Ouais. Le nom de la molécule, c'est le sémaglutide. Alors, avant ça, on avait le liraglutide. Donc, liraglutide, c'est, on va dire, la petite sœur du sémaglutide. Liraglutide, il est connu sous le nom de Victoza dans l'obésité, entre guillemets. Très vite, en fait, il a été laissé de côté parce que ça, c'était une injection par jour et qu'en fait, l'efficacité était un peu moins bonne. On était à 5% de perte de poids du corps. Puis on a eu le sémaglutide, donc Ozempic pour le diabète ou Wegovy pour l'obésité, où là l'efficacité est un peu meilleure. Donc déjà c'est une injection une fois par semaine et puis on a un objectif de perte de poids plutôt de 10, parfois même jusqu'à 15% de poids du corps, ce qui est vraiment quelque chose de très intéressant et qu'on n'avait pas jusque-là. Il y a d'autres molécules qui sont en train de sortir, notamment le tirzépatide, qui lui a démontré une efficacité encore un petit peu meilleure, entre 15 voire parfois 20% du poids du corps.
avec des effets secondaires assez similaires. La principale difficulté par rapport à ces médicaments, on va dire en France, c'est le prix. C'est que ces médicaments, pourquoi est-ce qu'on le connaît en fait sous le nom d'Ozempic? Parce que tout simplement, quand le sémaglutide, qui est le nom de la molécule, est prescrite par un médecin pour un patient qui a un diabète, la sécurité sociale va le rembourser. Quand ce même médicament, donc le sémaglutide, va être prescrit dans l'indication obésité, donc Wegovy, il n'est pas remboursé. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même une discrimination. Et c'est pour ça que je suis contente que dans le Lancet, ils aient revu la définition de l'obésité. N'oublions pas que l'obésité est une maladie. Donc, pourquoi est-ce qu'un médicament qui marche pour une maladie, il est remboursé? Un médicament qui marche pour une autre maladie, il n'est pas remboursé. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de l'opinion populaire. Oui. Première chose qu'on nous dit, à tort peut-être, je ne sais pas, c'est que on court à une pénurie de ce médicament pour les diabétiques parce qu'il est prescrit pour les personnes qui sont en obésité. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, c'est vrai dans le sens où je pense que le laboratoire ne s'attendait pas, ou en tout cas n'a pas adapté ses quantités de production et il ne s'attendait pas à un tel succès. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau des doses, on est un petit peu limité. Parce que le laboratoire n'arrive pas à suivre par rapport à la demande mondiale. Donc ça par rapport à ça, c'est vrai. Mais à nouveau, le diabète est une maladie, l'obésité est une maladie. Pourquoi est-ce que je soignerais une maladie et pas l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Justement, tu dis qu'on n'est pas dans l'urgence avec l'obésité. On est dans le diabète non plus. Pas plus dans l'urgence dans le diabète. Le diabète, ce qui nous embête, c'est quoi? C'est ses complications. Dans l'obésité, ce qui nous embête, c'est quoi? C'est ses complications. Okay. Donc, dans les deux cas, on est sur 2 pathologies chroniques. En plus, si moi, je dois me faire l'avocat de l'autre diable de l'autre côté, dans le diabète, j'ai des alternatives médicamenteuses. J'ai aujourd'hui d'autres molécules que je peux donner à un patient qui n'aurait pas d'Ozempic. Alors, avec probablement moins d'effet sur le poids. Mais a priori, c'est pas pour ça qu'il le prend. D'accord? Dans l'obésité, j'ai rien d'autre. Ok. Donc voilà, ça discute. Moi, non, c'est bien d'avoir j'entends, mais je trouve que c'est pas une raison suffisante pour empêcher des patients malades d'accéder à un médicament. Je pense que là, on est sur un problème de santé publique, on est sur un problème industriel. Oui, c'est comme de dire, on n'a pas assez de Doliprane pour les patients et qui ont mal à la tête et qui ont mal au genou. Donc, comme mal à la tête, ça n'empêche pas de marcher. Ceux qui ont mal à la tête, ils vont continuer à avoir mal à la tête. Par contre, ceux qui ont mal au genou, comme ça les empêche de marcher, je vais leur donner le Doliprane. Oui, enfin, on est sur des douleurs qui méritent toutes les deux d'être prises en charge. Puis j'imagine que les labos vont réagir s'il y a moyen de se faire de l'argent en produisant plus. Non, j'imagine que c'est une histoire de quelques semaines. Exactement. Enfin, peut-être pas quelques semaines, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de temps à un laboratoire pour ouvrir une usine, mais... Oui, déjà, j'espère que les laboratoires vont adapter leur production. J'espère aussi que dans l'obésité, on va avoir accès à d'autres molécules, puisqu'il y en a quand même d'autres qui sont en études. Voilà, j'espère que on va avoir accès à ces 2 solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, le laboratoire n'est pas en capacité de fournir par rapport à toute la demande. Là, si on veut rentrer dans la demande, c'est encore autre chose. Il y a l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que c'est les critères pour lesquels le laboratoire a le droit de donner ce médicament-là. Et il y a les recommandations. Le laboratoire a obtenu l'autorisation d'être utilisé, donc d'être mis sur le marché, pour une obésité à partir d'un IMC à 30. Ok. D'accord, quels que soient les retentissements, même s'il n'y a pas de retentissement, ou d'un surpoids à 28 avec des retentissements liés à l'obésité. Donc être en surpoids, mais avoir par exemple déjà un peu d'hypertension ou une apnée du sommeil ou un syndrome des ovaires polykystiques. Enfin voilà, un retentissement lié au problème de poids. Dans les recommandations, ce qui est recommandé, c'est de le donner à des personnes qui sont déjà en obésité grade 2, donc un IMC à 35. Il y a quand même toute une partie de la population en obésité qui techniquement pourrait avoir droit à ce médicament, mais pour laquelle ce n'est pas recommandé aujourd'hui par les autorités françaises. Alors, est-ce que c'est pas recommandé parce que ça coûterait trop cher, parce que le laboratoire peut pas fournir, ou à cause d'un objectif médical? La question peut se poser. Okay. Ces patients-là qui ont une obésité plus légère, entre guillemets,
ils ont moins de complications de leur obésité, donc ça ne justifierait pas de les soigner. Mais en fait, ça s'appelle juste de la prévention. Soigner quelqu'un qui n'a pas encore de retentissement de son problème de santé. Et en France, la prévention, on n'y est pas encore. Hein. Mais parce que, est-ce que ça serait pas intéressant de traiter ces patients-là? Alors, c'est pas les recommandations, mais de les traiter alors qu'ils n'ont pas de retentissement, alors qu'ils n'ont pas de problème pour marcher, alors qu'ils n'ont pas de problème au foie, alors qu'ils n'ont pas de diabète, pas de cholestérol. Voilà, la question se pose, ça s'appelle la prévention. Combien ça coûte? Tu as une idée Alors ça aussi, c'est très intéressant et c'est pour ça que j'aime bien appeler le médicament par le nom de la molécule. Parce qu'en fonction de la maladie que ça vient traiter, on n'est pas sur le même prix. Plus cher quand c'est pour l'obésité, alors c'est ça. Exactement. Le sémaglutide sous la nomenclature Ozempic est autour de 100 € par mois. Le sémaglutide sous le nom de Wegovy est plutôt autour de 300 € par mois pour la même molécule. C'est une injection par semaine, c'est ça? C'est une injection par semaine, exactement. Que le médecin doit faire. Ah non, pas du tout. Le stylo est calqué sur celui de l'insuline. Okay. L'insuline, c'est les patients qui le font eux-mêmes. Hein. Ils apprennent, ils le font. Là, c'est la même chose. Souvent, on fait avec la première injection. C'est une injection sous-cutanée, c'est-à-dire que l'aiguille, elle est plus petite que l'ongle du petit doigt. Et ça se fait dans le ventre ou dans la cuisse en 10 secondes. Hein. Donc, le patient, il est autonome. Bien sûr. Toi, tu fais une prescription pour 1 mois pour commencer? Comment ça marche? Ça dépend, je pense, pareil, du temps médical et de la possibilité qu'on a de revoir ses patients. Moi, comme j'ai la possibilité de les revoir tous les mois, j'aime bien au début, puisqu'on est dans une phase de titration, faire pour 1 mois. Donc les 3 premiers mois, puisqu'il y a 3 ou 4, enfin le temps qu'on trouve en fait la dose. Moi, j'aime bien trouver avec eux la dose minimale efficace. Alors ça se discute, hein, c'est pas forcément comme ça qu'on fait. Aux États-Unis, eux, ils leur donnent une ordonnance directement sur 6 mois. Avec tous les mois, on augmente d'un palier. Et puis l'objectif, c'est d'arriver à la dose maximale. Moi, j'avoue que la majorité de mes patients, ils n'étaient pas forcément demandeurs d'avoir la dose la plus haute le plus vite possible. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que je les revois régulièrement. Et que quand ils trouvent la dose minimale efficace, c'est-à-dire la dose minimale qui supporte bien et qui leur permet de perdre du poids, bah souvent, ils s'arrêtent là. Est-ce qu'il faut prendre ce médicament à vie? Je compare souvent à l'obésité au diabète, parce que du coup, ce médicament, c'est pour les 2 pathologies. Dans le diabète, il faut le prendre à vie et tout le monde trouve ça normal, puisqu'on est sur une maladie chronique. Que quand on prend le médicament, il fait baisser le taux de sucre et que quand on arrête le médicament, le taux de sucre réaugmente. Dans l'obésité, on a plus de mal à voir cette pathologie comme quelque chose de chronique. Dans les études, en fait, les études, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Hein. Donc, dans les études, ils ont fait déjà avec des patients qui ont pris le traitement pendant 6 mois, les premières études pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, ils les arrêtaient. Et ce qu'on voyait, c'est que la moitié des patients reprenaient le poids qu'ils avaient perdu. Du coup, il y en a qui disent « Ah bah c'est nul, ça veut dire que ça marche pas. » Voilà. Mais sauf que en fait, si on donne ce médicament pour le diabète et qu'au bout de 6 mois, on arrête le traitement, bah, les patients, leur glycémie, elle remonte aussi. Et on ne trouverait pas ça, on ne dirait pas pour autant que le médicament est inefficace. En fait, on a beaucoup de mal à voir ce médicament, comme cette pathologie, l'obésité, comme quelque chose de chronique, donc, qui théoriquement justifierait un traitement à vie. Alors, en tout cas, aujourd'hui, comme pour l'instant, c'est pas recommandé, en général, on fait un petit peu en fonction de ce que le patient demande. Donc, ce qui est recommandé, c'est au moins 6 mois, parce que pareil, à moins que ça, bon, l'efficacité est pas... Enfin, ça peut marcher, hein, mais bon, c'est un peu dommage de le prendre moins que 6 mois. Mais quand les patients le continuent 1 an, on peut voir que même après 6 mois, on peut espérer encore une petite perte de poids. Mais les patients qui estiment qu'ils ont atteint le poids qu'ils souhaitaient avoir et qui veulent essayer d'arrêter le médicament, on peut essayer d'arrêter le médicament. Il y a 2 façons de faire. Alors surtout, on ne l'arrête pas du jour au lendemain, voilà, parce que ça, le risque après de reprendre le poids, je pense qu'il est quand même augmenté. Soit on leur dit d'espacer les injections. Donc, plus les faire 1 fois par semaine, mais 1 fois tous les 10 jours, 1 fois tous les 15 jours, 1 fois tout... Voilà. Soit on leur fait rebaisser la dose de la même façon qu'on l'avait fait augmenter. Donc, s'ils sont à 1, on passe à 0,5, à 0,25, jusqu'à arrêter. Ok. Voilà. Est-ce que toi, tu as des retours là, de ta patientèle à toi? Donc, on parle bien de toi, mais de justement des gens qui l'ont arrêté, qui ont repris du poids. Qu'est-ce que tu observes généralement? Tu as déjà assez de recul sur ça? Moi, j'ai un petit peu de recul. Après, à nouveau, je pense que ma vision, elle est biaisée. Pourquoi? Parce que moi, j'insiste énormément sur les mesures hygiéno-diététiques. Donc, le fait d'insister énormément sur les mesures hygiéno-diététiques et le fait que même si mes patients, ils prennent le médicament, ils ont quand même les ateliers avec la diététicienne, avec l'éducateur sportif, avec le psychologue. Ça fait que
pour l'instant, même chez les patients qui ont arrêté, on a arrêté très très progressivement. Pour l'instant, j'ai pas observé, mais à nouveau, hein, c'est dans ma patientèle très biaisée, pas observé de grosses reprises de poids et absolument pas au poids de départ. Donc finalement, c'est un traitement que tu envisages, que tu prescris quand même régulièrement. Je prescris assez facilement. Donc en tout là, cas. pour l'instant, en tout cas, s'il y a un IMC supérieur à... Alors, comment tu fais on peut le dire. En fait, tout dépend un petit peu de l'histoire de vie du patient. Un patient dont l'IMC maximal est de 30, très jeune, où on peut encore modifier des choses sur le plan diététique, je ne vais pas lui donner. Je vais lui dire, il y a d'autres priorités. Par contre, un patient qui arrive, qui a une activité physique régulière, qui mange de façon plutôt équilibrée, sans grosses erreurs diététiques, le moral voilà, peut-être qu'il va y avoir un peu de stress professionnel ou un peu de stress familial, qui avait un IMC à 38 et qui là est descendu à 34 et malgré tout, on n'arrive pas à baisser plus bas ou on reprend du poids. Je vais peut-être le prescrire plus facilement. Au fur et à mesure qu'on discute, moi, je pense à certains de mes patients. Et voilà, moi, je suis pas... J'apprends aussi en discutant avec toi sur ce médicament, etc. Et bien sûr, j'ai pas du tout les compétences pour dire faut prendre ça, mais comment nous, on peut... tu vois, je les connais bien. Je pense à une dame avant-hier, qui me disait « Justine, je vais annuler mon rendez-vous. De toute façon, je suis pas faite pour avoir un IMC normal. » Elle m'a écrit ça. Ça ne fonctionne pas. Je suis tellement fatiguée. Et finalement, elle est venue quand même au rendez-vous pour que je la rebooste. Et je voyais en face de moi une dame épuisée, en perte de confiance, voilà, un métier pas simple, posté, tout ça, qui essaye de marcher quand même, qui se bat. Enfin, vraiment, j'ai senti sa souffrance, quoi. Je me dis, typiquement, ce serait quelque chose qui, pour elle, serait très adapté. Je pense que c'est typiquement quand on est devant ce type de patient où on se sent un petit peu à la limite de ce qu'on peut faire tout seul, entre guillemets, et qu'on va aller l'adresser à un collègue en disant, peut-être que là, il faut peut-être l'avis d'un médecin. Ouais. Donc, un médecin généraliste, ça... Alors, pour la prescription initiale de ces médicaments-là, c'est un spécialiste. Donc, soit médecin nutritionniste, soit médecin endocrinologue, diabétologue. Okay. Mais la prescription initiale ne peut pas être faite pour l'instant par les généralistes. Alors, à tort ou à raison, hein, je ne rentre pas dans le débat, mais en tout cas, c'est comme ça que les choses ont été mises en place. Donc, la prescription initiale doit être faite par un spécialiste. Et après, le renouvellement, lui, pourra être fait par le généraliste. Okay. On pourrait peut-être dire que ça vient un peu en deuxième intention, peut-être. Ouais. Est-ce que la troisième intention, c'est la chirurgie bariatrique ? Alors, oui et non, ça dépend du poids. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un IMC à 31, quand il a mis en place les mesures hygiéno-diététiques, qu'il ait eu ou pas le médicament, on ne pourra pas lui proposer une chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, on est quand même sur une chirurgie, donc qui vient avec des effets secondaires, enfin des risques comme toute chirurgie, mais très efficace. Alors, juste déjà par rapport au risque d'une chirurgie bariatrique, moi, pour discuter avec beaucoup de chirurgiens, c'est le même risque opératoire que pour une appendicectomie. Okay. Je trouve que c'est important de le savoir. Oui. On a plusieurs types de chirurgie bariatrique. On en a principalement 2. Avant, il y avait l'anneau. Mais en fait, on s'est rendu compte que mettre un corps étranger dans le corps en disant aux gens que c'est juste ça qui allait leur faire perdre du poids et qu'à un moment, il fallait l'enlever, ce corps étranger, au bout de 10 ans, quand on l'enlevait, les gens reprenaient du poids. Donc, au final, sur le long terme, c'était quand même moyen. Donc là, les 2 techniques qui sont favorisées, on va dire, c'est la sleeve et le bypass. La sleeve, c'est quand le chirurgien, il va venir tout simplement, entre guillemets, diminuer la taille de l'estomac, uniquement de l'estomac. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un gros ballon, ça va devenir un pot de yaourt, quoi, en gros. Voilà, ça s'appelle une technique restrictive, c'est-à-dire qu'on va tout simplement restreindre la quantité d'aliments qu'on peut manger. La perte de poids, elle est entre 20 et 25 en moyenne, d'accord ? Perte de poids du corps à 1 an, donc on a des gens qui perdent un peu moins, des gens qui perdent un peu plus, mais voilà, on peut s'attendre à une perte de poids entre 20 et 25% du poids du corps. La deuxième technique, un petit peu plus
que les gens considèrent comme un petit peu plus invasives. Là, on va non seulement réduire la taille de l'estomac, mais on va aussi faire que l'aliment va passer dans moins de tubes digestifs. Pourquoi ? Parce que c'est dans le tube digestif que toutes les calories, elles vont être absorbées par le corps. Et donc, comme on est à la fois sur une technique restrictive et malabsorptive, on va avoir une perte de poids attendue qui est plutôt de 30 à 35% du poids du corps. Le petit bémol, c'est que quand on va sur une technique malabsorptive, comme on a dit, l'objectif, c'est d'absorber moins de calories, mais du coup, on le sait, on va également absorber moins de vitamines. Et donc, dans ces techniques-là, ce qui est recommandé, c'est une vitaminothérapie à vie. D'accord ? Alors que dans la sleeve, on recommande plutôt de prendre des vitamines au moins pendant la première année, parce qu'on sait que c'est pendant cette période-là qu'on perd du poids, et puis après, en fonction des prises de sang. Mais l'avantage d'avoir une technique malabsorptive, c'est qu'il y a un peu moins de risque de reprendre du poids par la suite, parce qu'on sait que malgré tout, la chirurgie bariatrique, quand on est surtout dans des chirurgies de type sleeve, où on travaille uniquement sur la quantité d'aliments, enfin principalement, on va dire, sur la quantité des aliments qu'on va absorber, le risque, c'est qu'avec le temps, à force de remanger au-delà de sa satiété, que l'estomac il se redétende un petit peu et qu'au final, les patients, ils arrivent soit à manger un peu plus, soit qu'ils détournent aussi en mangeant pas beaucoup plus, mais des aliments très riches finalement, très denses. Pour avoir accès à une chirurgie bariatrique remboursée par la Sécurité sociale, il faut soit avoir un IMC supérieur à 40, donc être en obésité grade 3, quels que soient les retentissements de l'obésité, même s'il n'y en a aucune, soit avoir un IMC entre 35 et 40 et une pathologie qui est liée à l'obésité. Donc ça peut être un diabète, de la tension, du cholestérol, la stéatose hépatique, l'apnée du sommeil. Récemment, ils ont rajouté aussi le syndrome des ovaires polykystiques, les troubles de la fertilité ou des troubles de la marche liés à l'obésité. Voilà, donc il y a quand même des critères pour pouvoir y accéder. Donc, comme je disais, quelqu'un qui a un IMC à 32, quand bien même il a tout essayé avant, il ne pourra pas avoir accès. En tout cas, ça sera et ça ne sera pas forcément recommandé non plus. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la balance bénéfice-risque, elle va être plutôt en défaveur de la chirurgie. Alors que quand on opère un patient qui a un IMC à 40, donc pareil, toujours nos petites études comparatives, on prend des patients qui ont une obésité grade 3 on en fait 2 groupes, un groupe qu'on opère, un groupe qu'on n'opère pas, et on se rend compte que le groupe qu'on a opéré, il gagne des années de vie. Il gagne en moyenne 7 ans de vie. Parce que l'obésité, c'est une maladie. Et un patient IMC 40 qui n'a jamais pris d'Ozempic ou autre, est-ce que finalement, c'est pas ça Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors aujourd'hui, la question se pose. Ouais. Aujourd'hui, la question se pose. Alors, on va avoir un premier critère qui est est-ce qu'il peut payer ou pas ? S'il ne peut pas payer, la question ne se pose pas aujourd'hui. On espère, normalement, alors à chaque fois on nous dit c'est pour bientôt, mais qu'au moins un médicament de l'obésité soit remboursé pour au moins une catégorie de patients. Typiquement, ce type de patient-là, IMC à 40, on est en train quand même de se poser la question d'une chirurgie bariatrique. Est-ce que ça ne reviendrait pas même moins cher, entre guillemets, à la sécurité sociale de lui rembourser un agoniste du GLP-1 que d'assurer à un patient qui a été opéré pour une chirurgie qui va avoir des effets à vie. Il y a des médicaments qui sont en étude. Qui ont des résultats assez... qui mettent des étoiles dans les yeux, quand on regarde pour un médecin nutritionniste. On n'a pas tous des étoiles dans les yeux pour la même chose, mais quand on voit les résultats, on se dit que le médicament fait aussi bien qu'une chirurgie. J'ai eu beaucoup de patients qui, dans tous les cas, me disaient « mais moi, la chirurgie, jamais ». Et que j'avais quand même quelque chose à leur proposer où on a pu perdre 10-15 kilos. Ce qui est très satisfaisant. D'autant plus si en plus ça nous permet d'en profiter pour refaire le point sur le plan alimentaire, de reprendre une activité physique régulière, et le moral va suivre aussi. Enfin voilà. Et surtout, les patients ont toujours une idée d'un poids à perdre parce que c'était le poids avant le mariage, c'était le poids avant les enfants. Le poids à 20 ans, oui. Et alors, finalement, le poids à 20 ans qu'on essaie d'avoir à 60 ans. Voilà, c'est ça, qui n'est plus du tout réaliste. Et finalement, c'est vrai que moi, je remarque ça aussi. Ils arrivent, je veux perdre 20 kilos. Finalement, ils en perdent 10 et ils se disent, mais en fait, c'est bien, je suis contente. Et moi, oui, c'est peut-être le poids actuel qui regroupe tous les aspects de votre vie qui est bien pour vous. Et voilà. Moi, je leur demande souvent,
pourquoi ils veulent perdre du poids. Alors, il y en a, c'est pour leur santé, bon, très bien, mais dans ce cas, on n'a pas besoin d'en perdre 50. On va perdre un peu de poids et améliorer la composition corporelle, et puis votre santé, elle ira mieux, parce que c'est pas qu'une question de poids. Et il y en a, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur corps. Et moi, je leur dis, mais ça se trouve, avec 10 kilos de moins, vous n'aimerez toujours pas votre corps. Donc, ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question aussi d'acceptation de toi. C'est peut-être une question de... vous trouvez que votre corps n'est pas assez ferme. C'est peut-être une question d'activité physique et pas une question de chiffres sur la balance. Enfin, voilà. C'est ça qui est intéressant, mais ce n'est pas une pathologie qui est si facile à prendre en charge. J'ai une patiente que j'ai vue cette semaine qui a fait une opération et qui a perdu beaucoup de poids. Et elle est allée par réflexe dans une boutique pour grande taille. Et elle s'est fait jeter de cette boutique, plus ou moins gentiment par la vendeuse, qui dit en fait, vous ne trouverez pas votre taille ici. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte, Justine, je suis plus dans le clan des grosses. Mais elle était en souffrance de ça. Elle dit, je suis même plus là. Et c'est interpellant. Et elle a perdu un peu son identité. Oui, bien sûr. Et je lui ai dit, mais tu vois, c'est peut-être maintenant que ça va être plus dur pour toi, parce que la perte de poids se stabilise, c'est une partie de ton identité. Elle doit refabriquer son image de soi. Ouais. Et c'est pour ça que dans le parcours de chirurgie bariatrique, ce qui est recommandé, et même légalement, c'est au moins une évaluation psychologique. Et beaucoup de personnes disent mais ça sert à rien, je suis pas fou, je sais pas ce qui... Mais en fait, l'image du corps et tout ce qui se voit a un impact extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on a passé des années en obésité, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre image. Moi, je pense à l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais plutôt à un homme dont le fait d'être en obésité, de manger beaucoup et de boire beaucoup, ça faisait partie de sa personnalité. C'était ce qui le caractérisait dans le quartier. Et puis après la chirurgie, il pouvait plus manger autant, il avait plus ce côté très rond, jovial, qui le définissait. Mais il a fallu qu'il se retrouve une identité. Et c'est pour ça que le suivi psychologique n'est pas superflu dans la prise en charge nutritionnelle, que ce soit avec une chirurgie ou pas. On peut régler les retentissements de l'obésité, parfois sans régler le problème de l'obésité. Et par exemple, il y a des associations qui, d'ailleurs, sont pas favorables, les associations de patients en obésité, qui sont pas favorables à la perte de poids parce qu'ils disent qu'il y a trop d'injonctions, trop de difficultés, que ça met les patients en difficulté, ce que je peux entendre, mais et qui sont plus pour l'acceptation de soi, en disant que c'est pas une question de poids, finalement. Est-ce que tu as des patients qui arrivent te voir qui sont un peu stressés parce qu'ils ont subi peut-être dans le passé au niveau médical de la grossophobie, tu vois, et qui disent de toute façon mon ancien médecin il m'a dit plein, ouais, c'est vrai, tu le remarques vraiment. Plein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent je leur dis qu'on ne tiendra pas compte de la première tension qu'on prend le jour où on se voit, et je leur dis que moi mon fouet préféré c'est le violet, et que quand ça ira pas bien je les fouetterai. Voilà, comme ça, je leur dis, vous savez exactement ce que j'attends de vous. Et si ça va pas, clash, un petit coup. Et puis aussi, si on se voit pas avec ça de la téléconsulte, c'est vous qui vous fouetterez tout seul chez vous le soir. Voilà. Et donc, souvent, en général, ça détend un petit peu. Mais oui, en fait, oui, mais pas... Alors, on va dire peut-être que je défends mes collègues, mais je pense pas que ça part d'une mauvaise intention. Je pense que déjà, nos études médicales nous forment pas bien à la prise en charge de l'obésité et des pathologies chroniques en général. Parce que moi, je me rappelle, pendant mes études, on m'a appris que si le patient comprenait vraiment la gravité de la maladie qu'il a, en parlant par exemple de diabète, il ferait attention à ce qu'il mange, et il ferait du sport, et il perdrait du poids, et que s'il le fait pas, c'est qu'il n'a pas compris, que notre travail, c'est de le secouer et de lui faire comprendre. Okay. Donc, quand un médecin dit des choses qui peuvent paraître un peu violentes ou agressives à un patient, moi, je pense quand même que ça vient pas d'une mauvaise intention. C'est maladroit, c'est pas adapté, c'est pas comme ça qu'on soigne, c'est pas comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Oui, mais ça veut pas dire que c'est un méchant médecin ou un mauvais médecin. C'est que notre formation n'est pas optimale. De façon plus générale, je pense qu'en France, on travaille aussi beaucoup sur la peur. Par exemple, arrêter de fumer. Sur les paquets, il n'y a pas écrit « parce qu'avec l'argent, vous pourrez partir en vacances ».
Il y a écrit sur les paquets, parce que si vous fumez, vous allez avoir un cancer des poumons. On est très dans le faire peur, presque infantiliser les gens. C'est qu'ils n'ont pas compris s'ils fument. C'est qu'ils sont bêtes, c'est pas possible. Ils savent pas. S'ils savaient, ils fumeraient pas. Alors que non, en fait, peut-être que s'ils fument, il y a une autre raison. Peut-être que c'est leur façon de gérer leur anxiété, leur façon de gérer leur stress, leur façon de gérer... Il y a une raison, c'est la même chose quand on mange. Quelqu'un qui mange, je caricature, une tablette de chocolat, il y a une raison. Il s'est pas juste dit, je vais manger une tablette de chocolat parce que pour embêter la sécurité sociale, enfin, ou je sais pas quoi. Mais il y a une raison, c'est que ça lui a fait du bien. C'est que c'était peut-être sa façon de prendre soin de lui à un moment où il voyait pas d'autre chose. Il pouvait pas sortir, aller faire un jogging pour s'aérer la tête. Bah, il a mangé du chocolat, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de continuer sa longue journée. Et voilà, donc il faut quand même comprendre le pourquoi. Oui, alors c'est pour ça d'ailleurs quand les gens ils viennent me voir, ils me disent moi avant de dormir j'ai besoin d'un truc sucré, ou quand je rentre chez moi j'ai besoin d'un... Eh ben, prenez-le, votre truc sucré, c'est que probablement il répond à quelque chose, et que ça ne suffira pas de vous dire juste que vous ne devez pas le prendre. C'est juste qu'à un moment, vous le prendrez en prenant 10 au lieu d'en prendre un. Donc, je préfère que vous en preniez un tous les jours plutôt que 10, 2 fois par semaine, et en plus en ayant derrière mauvaise conscience et en dégradant votre estime de vous-même. Et voilà, donc il faut comprendre pourquoi les gens ont telle ou telle attitude, sauf que ça demande du temps qu'on n'a plus en tant que médecin. Ouais. Donc on a très peu. Aujourd'hui, les consultations ont tendance la durée de la consultation diminue, le nombre de patients augmente. On ne peut pas passer... Enfin, moi, je sais que sur le plan médical, j'ai le luxe d'avoir des consultations longues parce que je ne suis pas payée à l'acte. Ouais. Donc je peux me permettre. Mais du coup, c'est ce qui permet d'avoir des consultations qui sont plus adaptées à cette pathologie-là. C'est pour ça que je considère que c'est vraiment une spécialité. Mais ça ne veut pas dire que les autres médecins ne sont pas bons ou qu'ils font mal. Mais par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui racontent des choses assez tristes de ce qu'on a pu leur dire, de ce qu'on a... de réflexions qu'ils ont pu se prendre, beaucoup par le corps médical, mais aussi dans la rue, dans le métro, enfin voilà, il y a beaucoup de grossophobie. Alors, on s'est rendu compte qu'il y en avait, donc il y a de plus en plus d'associations, de groupes, de patients, de professionnels qui luttent et qui veulent faire comprendre les choses. Et je pense aussi que c'est pour ça que tout ce qui était définition de l'obésité, même si sur le plan médical, ça ne nous a pas révolutionné les choses, mais comprendre qu'on parle d'une maladie et pas d'un choix. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « J'ai pas choisi d'être grosse ». Bah oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de dire bah oui, mais s'il est gros, c'est parce qu'il bouge pas, ou parce qu'il fait pas, ou parce qu'il veut pas. Mais en fait, je pense que si ce n'était que ça, on serait tous minces en fait sur Terre, parce qu'on a tous envie de rentrer dans le standard de la beauté actuelle. Il y a des gens qui ont l'air de penser qu'on va laisser les patients en obésité parce que si on leur donne le médicament, ça va être trop facile pour eux. Mais en fait, on parle d'une maladie. À quel moment un patient diabétique, on lui dirait « mais si vous ne mangez pas équilibré, je ne vous traite pas pour votre diabète ». Un patient qui a un cancer du poumon parce qu'il a fumé. Ou même parce qu'il fume encore. On lui dit bah non, on ne vous traite pas, hein, tant pis. Hein. Un patient hyper tendu qui aime manger salé, on lui dit bah non, tant que vous mangez salé, je ne vous donne pas de médicaments. Hein. Commencez par arrêter de manger salé. Alors oui, évidemment que notre travail, c'est de les accompagner et de les aider à enlever les mauvaises habitudes, entre guillemets, en tout cas les habitudes qui sont néfastes pour leur santé. Mais il ne faut pas que ça conditionne le traitement. Les prises de conscience, comme tout à l'heure, on parlait du saucisson, ce genre de choses, tout simplement, c'est des gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas conscience de plein de choses, quoi. C'est comme les personnes qui mangent de la patate quand on leur demande de manger des légumes. Ouais. Enfin, c'est pas de la mauvaise volonté. Mais après, ça, c'est presque le plus facile. J'ai envie de dire, quelqu'un qui a un manque de connaissances sur le plan diététique, parce que cela, entre guillemets, il suffit de faire un petit peu d'effort et ils vont rapidement perdre. C'est pas cela le problème. Le problème, c'est ceux qui arrivent, qui ont déjà vu 5 autres professionnels de santé avant vous, qui ont limite passé un DU de nutrition tellement ils étaient à fond sur le sujet et qui peuvent vous donner la calorie de chaque légume qu'ils croisent. C'est là la difficulté, parce que déjà, comme ils ont énormément de connaissances, c'est très dur pour eux d'accepter ce qu'on va leur proposer. Et puis leur faire comprendre que l'alimentation, ça ne fait pas tout et que c'est beaucoup plus large que ça. Bah, parfois, il faut
plusieurs fois avant qu'ils l'entendent. Et au niveau diététique, moi, je leur dis parfois, il faut plus rien enlever. Il faut plus rien enlever. Si vous enlevez encore, il va plus rien nous rester là. Ouais. Bon, en tout cas, allez, les diététiciens qui nous écoutent et qui ont des patients comme ça aussi, pour qui c'est dur, qui n'hésitent pas à orienter vers un médecin nutritionniste, un endocrino, dans un premier temps, pour éventuellement cette mise en place peut-être un avis ou d'avoir un avis et tout ça, ouais. Ça, c'est moi ce que je vais retenir aussi de ce podcast parce que je faisais pas. Voilà, donc par peur de mal faire, aussi par manque d'information. Mais c'est ça aussi après l'intérêt du réseautage d'une certaine façon, c'est-à-dire il faut connaître les médecins de son secteur et les autres professionnels de santé de son secteur, et puis chaque patient qui va revenir, on va avoir l'avis sur le professionnel, et puis après on va se faire un peu ses contacts, et on va avoir une sorte de réseau comme ça qui va nous permettre de mieux adresser nos patients en fonction de ce qu'on a identifié chez eux. Ouais, tout à fait. Parce que probablement que tous les patients en obésité ne justifient pas, en tout cas aujourd'hui, d'aller chez un médecin nutritionniste ou endocrinologue. Mais les diététiciens, c'est sûr qu'ils en ont, qui en auraient besoin. Perle, on peut te suivre sur ton LinkedIn. Oui. Donc on mettra la ressource, le nom en description. Est-ce que tu veux nous dire où tu bosses et peut-être que le nom de l'hôpital de jour? Oui, je bosse dans une clinique de rééducation cardio-nutritionnelle, Paris-Est-les-Lilas. Et moi, je m'occupe de l'hôpital de jour de nutrition. Bon, écoute, Perle, merci beaucoup pour ce podcast. C'est super intéressant. Et je pense que ça va être utile à beaucoup de monde. J'espère. Merci beaucoup.